Mesdames et messieurs, on vous remercie pour votre patience très francophone. Vous êtes très patients. Donc, des voix, on va dire plus autorisées, vont prendre la parole pour cette petite cérémonie d'ouverture de notre atelier. Alors, nous sommes donc à la COP 24. Chez nous, en francophonie, on dit CDP 24. Donc, je vais donner la parole à deux personnalités, permettez-moi de le dire ainsi. D'abord à M. Lunwedje, qui est responsable du programme, on va dire, de la communication à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et qui prenait la parole au nom du directeur de l'IFDD pour planter le contexte donc, de cet accompagnement qui est fourni par la francophonie. Et ensuite, prendra la parole Madame, excusez-moi, je vais retrouver le nom sur, sur un des programmes, s'il te plaît, le Noël. Voilà. Désolé. Le nom est facile pour moi. C'est Madame Lovakanto Ravalona Nama. Elle est donc directeure du Bureau national de coordination des changements climatiques de Madagascar. Son pays, Madagascar, vous le savez, est le 16e président du sommet de la francophonie. Et à ce titre, son pays reste président à vie de nos concertations, de nos activités. Normalement, c'est l'Arménie qui préside le 17e sommet. Et comme l'Arménie s'est excusée, et c'est Madagascar qui va présider cette session. Alors, je dois noter également que sur le podium, le présidium, nous avons tout de suite M. Stéphane Poufari, qui est le directeur d'Énergie 2050. C'est donc cette organisation qui nous a aidé à produire le guide des négociations, que vous connaissez comme un outil très utile, très utilisé aussi. Et aussi M. Cheikh Ndiaye Sylla, qui n'est plus à présenter, qui était négociateur chevronné du Sénégal, avec plusieurs années donc, de présence au COP et des négociations. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Lunwedje. Bonjour à tous. Donc, au nom du directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, Jean-Pierre Nkotoum. Donc, merci à tous d'être ici. Bienvenue à cet atelier préparatoire des négociateurs. Pour la francophonie, pour l'OIF, vous savez que cette question des changements climatiques figure dans les priorités d'action. Dernièrement, au dernier sommet de la francophonie, les chefs d'État se sont encore engagés à soutenir les pays francophones dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors la francophonie le fait avec ses moyens, qui sont des moyens d'information, de communication, de concertation. On essaie de faciliter la concertation entre les pays membres. Et on le fait, donc vous le savez, depuis vraiment plus de 2 décennies déjà, puisque l'Institut a fêté son 30e anniversaire cette année. C'est aussi une date importante pour nous, pour la francophonie. On est en appui des négociateurs et des autres parties prenantes aussi dans les négociations depuis plus de 20 ans. Et on le fait notamment à travers l'organisation de cet atelier en amont de chaque COP. On le fait également à travers l'organisation d'une concertation de haut niveau, concertation ministérielle. Depuis 4 années, nous organisons un pavillon pendant la COP, donc dans l'espace réservé aux délégations. Et cette année encore, on a un programme assez riche, de une quarantaine d'événements parallèles. Donc ce sont des très courtes sessions de 1 heure et demie, où les pays, les organisations gouvernementales vont pouvoir présenter leurs projets ou les questions qui leur tiennent à cœur sur les changements climatiques. Issa tout à l'heure pour présenter le programme des activités. Et puis bien sûr une production importante pour la préparation des négociateurs et des différentes parties prenantes aux négociations. C'est le guide des négociations. Donc
ce document qui permet à chacun de mieux comprendre les grands enjeux, les questions importantes qui vont se débattre à chaque COP. Et donc, depuis plusieurs années, on a un partenariat fructueux avec l'OING Énergie 2050. Merci Stéphane et son équipe. Et cette année, on est également engagé dans une transition numérique. On parle de ça, on parle de la transition écologique, mais on parle aussi de la transition numérique qui va de pair, qui accompagne la transition écologique. Donc on a lancé une application numérique, et Issa pourra vous la présenter plus en détail tout à l'heure. On espère que ça sera une application qui va vous être utile, qui va permettre également de prendre des notes, de mettre des commentaires, faire des recherches. Merci Stéphane. Voilà, je voulais vous dire, présenter brièvement ce que la francophonie fait pendant ces négociations, notre forme d'accompagnement des pays francophones. Et encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite de fructueux échanges et on espère vous voir nombreux à nos différentes activités. Et très bonne COP à vous, très bon atelier. Et je passe la parole à... Merci. On applaudit monsieur le responsable de la communication avec vous. Merci monsieur Dieu de souligner que la francophonie est au service dans des États de gouvernement. Et ce sera le cas justement à ces COP. Donc je le disais également, notre président du 16e sommet, président de la présidente de l'atelier, représenté ici par le directeur du Bureau national de coordination des changements climatiques. Alors, Madame Ravalounama, je suis très bon à le prononcer, j'espère. Vous avez la parole. Chers tous collègues, amis, négociateurs et négociatrices francophones, comme les autres années, donc nous voilà aujourd'hui à l'atelier des négociateurs francophones au nom de mon pays, Madagascar, qui est le président sortant de la francophonie. Bienvenue donc à cet atelier qui cadre avec la COP 24 donc, qui se tient ici à Katowice. Tout d'abord, je tiens à remercier déjà le gouvernement polonais, qui est le pays hôte de la COP 24, pour l'accueil chaleureux malgré le froid ici en Pologne. Je tiens aussi à remercier l'OIF à travers son organe subsidiaire qui est l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui nous permet de nous réunir aujourd'hui et de continuer à fortifier nos efforts pour le renforcement de la capacité des pays francophones dans le cadre des négociations sur le climat pour défendre donc nos intérêts communs. L'IFDD a aussi dispensé des accompagnements techniques à Madagascar et nous tenons toujours à le remercier pour ça. Toujours concernant les négociations climatiques, des experts sont venus dans notre pays pour apporter des formations aux techniciens malgaches sur les négociations climatiques. La francophonie, avec ses 80 États et gouvernements membres, constitue une force mobilisée et une force d'influence appelée à jouer un rôle clé dans les négociations. Nous continuons toujours nos efforts ici à Katowice, où se tient la COP 24, pour l'engagement des pays francophones dans ces négociations sur le changement climatique. Et Madagascar participe activement à ces négociations parce qu'il s'agit d'un pays parmi les plus vulnérables face au changement climatique et pourtant il dispose aussi de fortes capacités en matière d'atténuation, notamment par rapport à ses forêts et aussi par rapport à la forte disponibilité en énergie renouvelable. Cette journée est le moment de comprendre et de discuter l'état des négociations,
les grands enjeux de la COP24 et ce sera aussi un moment de partage entre nous, négociateurs francophones. Donc avant de terminer, je vous remercie et je nous souhaite à tous un bon atelier. Merci. Oui, bonjour à tous. Ça marche le micro? On voit que d'autres personnes arrivent au fur et à mesure, donc peut-être pendant que mes collègues règlent les questions de projection, effectivement, on est enchanté en tant qu'Énergie 2050 d'être aux côtés de la francophonie une nouvelle année pour ce guide des négociations. Et peut-être juste un petit mot pour aussi remercier l'équipe qu'il y a derrière, parce que vous avez vu que c'est un assez gros document qui nous prend de plus en plus de temps à rédiger, parce que très clairement, les négociations sont de plus en plus complexes et je crois qu'il y a des gens qui ont encore plus d'historique que nous dans les négociations qui pourront largement en témoigner. Donc les sujets devenant de plus en plus complexes, évidemment, la traçabilité, l'écriture, l'exhaustivité d'un tel document est de plus en plus complexe. Et ça devient un challenge d'essayer de le rendre lisible, même si c'est un gros pavé. Je peux vous assurer qu'il y a un travail colossal derrière. Donc je vais faire un petit clin d'œil aux quelques contributeurs majeurs et puis aussi à l'équipe collective avant d'introduire un peu le sujet. Tout d'abord, peut-être au sein de mon équipe, je voudrais faire un petit clin d'œil à Antoine Antonini, qui cette année a animé le co-portage de ce document. Et très clairement, il a passé un certain nombre de mois, pour être élégant, je pourrais dire un grand nombre de mois sur le sujet, parce que même quand on travaille avec des experts qui sont des négociateurs, on est tous les mains dans le cambouis, mais vous imaginez le travail de chef d'orchestre derrière, donc je tiens à lui faire un clin d'œil tout à fait particulier. Il y a d'autres personnes de mon équipe, mais après on va dire collectivement Énergie 2050, moi bien sûr, Médor, et puis aussi d'autres experts qui ont contribué. Donc on a dans la salle Kamal Gemoy que vous connaissez tous aussi, ancien président du groupe Afrique, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais il y a eu des petites passations depuis. Et puis Annie aussi est expert, il a fait la partie finance et la partie adaptation, donc des sujets centraux et particulièrement compliqués, en particulier parce que c'est un intérêt direct pour la plupart des pays aujourd'hui, donc important. Il est aussi conseiller du groupe Afrique. On a aussi dans la salle notre ami Céline Lafont, ça le disait, ancien lui aussi président du groupe Afrique, ambassadeur climat du Mali, donc qui va nous parler des mains dans le cambouis par rapport aux négociations vues de la perspective des pays. Et c'est toujours très important, parce qu'il faut être à l'intérieur pour bien aussi pouvoir traduire ce qui est écrit sur les papiers et le rendre lisible et acceptable et compréhensible. Après, dans la série des auteurs aussi, on a Yann, que vous connaissez aussi, du Sénégal, qui est beaucoup sur l'article 6, les technologies web. Malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres pour des questions tout bêtes d'agenda, parce que vous savez que la COP a été avancée d'une journée, on est grâce à dimanche, et ainsi de suite. On a aussi un autre clin d'œil aussi à un des autres véhicules du collectif TOSI, que vous connaissez tous très bien, notamment, et qui leur pour les questions encore plus stupides de visa est bloqué, il n'arrivera qu'en fin de semaine, alors là on est encore plus désolé, parce qu'il devait être avec nous aujourd'hui. Il y a eu aussi une des personnalités, le pilotage du groupe des PMA, et puis maintenant l'arrêt forestalienne, c'est d'autres sujets, donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Oui, quasiment c'est un président du groupe africain aussi, donc que des personnalités qui ont eu les mains dans le cambouis et qui ont porté pas mal de discours du groupe africain d'ailleurs, qui sont très ils ont tellement des pédigrés longs que c'est juste impossible des fois, mais bon voilà. Donc après on a aussi Claire-Frédéric Clémy, c'est des experts allemands qui ont travaillé avec nous aussi, ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont avec nous. Et puis je crois que dans les auteurs, je ne sais pas oublier clairement que je fasse pas d'impair. Et puis derrière ça, il y a un comité de relecture, dont d'ailleurs notre ami Silla fait partie, entre autres, mais il y en a d'autres qui ont relu. Ils ont tous trouvé le document bien mais lourd, et on confirme qu'il est lourd. Et pour le coup, il y a aussi derrière cela, dans ce collectif qui le relit, c'est important, on veut l'élargir, parce que plus il y a de personnes qui relisent, plus il y a un éclairage multiple. Et comme c'est très consommateur du temps, on compte que sur les bonnes volontés, parce que parcourir un tel document, c'est quand même du travail. Et puis derrière ça aussi, vous le savez, il y a le résumé pour les décideurs, qui est cette année, on espère, plus léger, plus digeste. On a enlevé beaucoup de parties, mais là, rien, ça fait quand même 80 pages. On a vraiment du mal à faire plus court parce que c'est tellement lourd. Voilà. Cette inflation des négociations va aussi percoler dans les autres grandes conventions. La convention de biodiversité, maintenant, avec les nouveaux, pareil, les processus qui ressemblent un peu aux pertes et préjudices ou autres. Beaucoup de sujets commencent à être transversaux, il y aura des récupérations sur d'autres thématiques. Donc les négociations deviennent complexes, c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'était peut-être pour dire un peu les merci, parce que c'est important de remercier toutes ces personnalités qui donnent du temps dans des conditions, on ne le fait pas très clairement pour dégager le budget, on est vraiment bien au-delà de ça, c'est un engagement fidèle vis-à-vis de la francophonie. Et je vais faire un dernier clin d'œil avant de commencer du sujet sur la francophonie.
Nous, vous comprenez qu'on est des supporters convaincus, je crois qu'on est tous d'ailleurs dans ce collectif d'auteurs. Et pourquoi? Parce que tout bêtement, on est persuadé que ce qui va se passer dans l'espace francophone, au-delà des pays du Nord historiquement, mais en particulier en Afrique francophone, c'est ici que va se passer la révolution climat ou pas. En clair, si on ne réussit pas à accompagner un développement bas carbone ou à soutenir un développement bas carbone et résilient en Afrique, pour des questions logiques de territoire, de population, de besoins de développement, très clairement, on ne sera jamais sur la bonne trajectoire, c'est impossible. Donc, toute l'ingénierie qu'on va devoir mettre en place derrière va se passer aussi en Afrique. Donc c'est pour ça aussi qu'on est évidemment des supporters fidèles. Et on voudrait les remercier sincèrement pour tout ce qu'ils font, parce que c'est vrai qu'on se croise régulièrement, il y a des visages amis qu'on voit de plus en plus, mais je peux vous assurer que ces bouquins-là, le guide des négociations, c'est peut-être un des documents les plus téléchargés et les plus utilisés, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de documents similaires, même dans d'autres enceintes américaines, ou anglaises, ou anglo-saxonnes en tous les cas, et que très clairement, c'est un document de référence. Donc on est tous très fiers d'y contribuer. On espère qu'il sera encore plus diffusé, peut-être même un jour dans d'autres langues. Mais très clairement, sachez que c'est un document extrêmement utile, vous le savez tous, vous l'utilisez, malgré sa complexité qui est classique et itinérante. Voilà. Donc je voulais vraiment se faire ce petit panorama de remerciements parce que c'est important. Et puis tous ceux qui trempent les mains dans le cambouis là, pour le rendre possible, année après année, je peux vous assurer qu'il faut un engagement personnel bien au-delà d'un engagement partenarial. Voilà. Donc ça, c'était la première petite chose. Alors, 3 petits mots quand même maintenant sur ce qui se passe ici dans le cadre des négociations. Mais je ne vais pas vous faire la suite, vous reprendre l'historique, vous la connaissez très bien. Mais pour nous, c'est une COP extrêmement politique, entre toute attente. La plupart la voient comme une COP technique, il y aura le règle des procédures, beaucoup de sujets techniques à l'agenda. Et pour tous ceux qu'on les met dans le cambouis, et je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec l'économiste de la délégation du Maroc ou autre, on est tous bien conscients que chaque petit mot technique derrière a une traduction politique, et qu'en fait c'est une des COP peut-être les plus importantes. Parce que si on n'arrive pas à un agenda de la mise en œuvre qui est cohérent et consistant, très clairement c'est encore du papier qui va être produit, et on va décaler l'agenda de la décision. Donc très clairement, on va survoler aujourd'hui beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas en une journée, quelques heures, voir tous les points, et puis même nous on n'a pas la compétence de représenter l'ensemble des sujets techniques qui vont être abordés, on va échanger avec vous. Mais très clairement, on sait tous qu'il y a une comitologie spécifique, qu'il y a l'agenda des négociations qui est complexe avec beaucoup de groupes qui se réunissent, et aussi beaucoup de difficultés inhérentes non seulement à la nature technique des sujets, mais aussi à la capacité de représentation. Je fais un petit clin d'œil aussi là aussi, on a beaucoup de délégations qui ont des problèmes pour venir ici. Et je ne vais pas les citer toutes, parce que nous-mêmes on a aidé beaucoup de délégués ici à venir avec des lettres d'invitation Schengen ou autre. Mais très clairement, il y a un vrai problème de fond, c'est qu'aujourd'hui il y a une sous-représentation de beaucoup de délégations africaines, et c'est totalement inacceptable, vous le savez tous comme moi. Donc du coup, aujourd'hui il y a un problème à la fois technique, un problème d'agenda, un problème de complexité, il y a un problème aussi de plusieurs délivrables qui ont déjà été remis à des autres horizons, 2020, vous le savez, c'est dans les sud de Bangkok ou autre, donc c'est des sujets techniques qui normalement auraient dû être approuvés cette année, ont déjà été un peu délégués, enfin retardés, et l'option de ce qui va être découlé ici, en termes de décision technique, pour nous, c'est un sujet extrêmement majeur, puisque c'est très clairement l'agenda de la mise en œuvre qui va devoir aujourd'hui trouver un consensus, sachant que vous avez vu déjà les États-Unis, le Brésil qui a avancé ou d'autres pays. On a même ici en Pologne avec un pays qui très clairement freine un peu l'ardeur climatique européenne. Ça fait partie des pays climato-sceptiques, on peut le dire. Donc avec toujours la même chose qu'on avait déjà vu à Varsovie, une conférence sur le charbon en parallèle et ainsi de suite. Donc on a toujours cette espèce de schizophrénie par rapport à la question climat, et pourtant le besoin d'arriver à un consensus réel pour la mise en œuvre, au-delà du financement, mais aussi sur les questions techniques de mise en œuvre, sur les questions de registre, sur les questions techniques. Donc pour cette petite introduction, moi, je vais m'arrêter là, bien sûr. En arrivant ce matin, dans le taxi, j'étais en train de me demander comment est-ce que j'allais pouvoir faire une intervention qui soit synthétique et pertinente. En passant en revue le guide, comme Stéphane l'a rappelé, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que véritablement il y avait une hyperinflation en termes des sujets en négociation. Je me suis rappelé des premiers guides et je me rends compte que chaque année qui passe, le document devient beaucoup plus épais. Aujourd'hui, c'est presque une encyclopédie. Et même le doyen est à côté, lui est là depuis bien plus longtemps. Mais même pour nous qui sommes là depuis pas très longtemps, c'est très difficile de savoir où est-ce que nous en sommes.
Et je me suis posé la question, je suis désolé hein, si ça parle un peu à la réflexion philosophique, je me suis posé la question, de plus en plus, le lien entre les nombres de pages qui avancent et la mise en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire que les négociations sont de plus en plus complexes, de plus en plus aériennes. Il faut être de plus en plus technique. Et je me rends compte, vous avez fait montre par exemple des difficultés que nous avions en termes de capacité. Mais même les négociateurs qui sont là depuis longtemps ont eux-mêmes beaucoup de mal aujourd'hui à être en capacité pour défendre les intérêts du continent. Donc ça c'était peut-être, je ne sais pas si c'est une bonne intro, parce que je me suis en tout cas, mais c'est la réalité de ce que nous avons des négociations de plus en plus techniques, nous avons une déconnexion entre les négociations et la réalité sur le terrain, parce que quand on voit tout ça, on se dit mon Dieu c'est tellement de travail, et la situation sur le terrain n'a jamais été aussi compliquée. Et comme je sais qu'en Afrique, nous avons la chance, la plupart d'entre nous avons eu des mandats de négociation, mais quand nous rentrons, nous devons aussi gérer l'agenda de mise en œuvre. Et donc, je connais la situation. Ça, c'était le petit point d'introduction. Je vais essayer de limiter mon propos, c'est des réflexions, parce que pour moi, nous sommes tous des négociateurs ici, il y en a d'ailleurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc je n'ai pas la prétention ici de donner un cours, mais peut-être de partager avec vous un certain nombre d'interrogations à mon niveau, en espérant que peut-être certains pourront y apporter des commentaires ou en tout cas des inputs qui nous aident plus. Moi, je voudrais juste parler de 3 petits points. C'est le premier, ça a été rappelé par Antoine. L'objectif fondamental ici, c'est d'adopter les règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris. Et je pense que si on compte, il doit y avoir une 50aine de sujets en négociation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais entre les modalités, procédures et règles pour les contributions, pour l'atténuation, pour l'adaptation, il y a plus d'une 50aine de sujets. Mais la grande difficulté que je vois pour l'ensemble de cette négociation, c'est comment assurer un équilibre entre pays développés et pays en développement. Parce que pour la première fois, la seule flexibilité qui est donnée, il n'y a pas en fait des règles pour les pays en développement et des règles pour les pays développés. Il va y avoir que des règles pour tout le monde. Et tout ce qui est permis, c'est peut-être une flexibilité dans la mise en œuvre. Donc techniquement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour les pays développés, c'est simple, parce qu'eux ont déjà 20 ans d'expérience de mise en œuvre. Et j'entends des négociateurs qui sont beaucoup plus expérimentés nous dire, mais si vous avez été sous le protocole de Kyoto, les règles sous le protocole de Kyoto sont beaucoup plus contraignantes pour les pays développés qu'aujourd'hui. Parce que les règles qui sont en train d'être négociées maintenant, puisque tout le monde doit être d'accord, c'est certain qu'il va falloir qu'en termes de contraintes, soient des règles qui soient plus souples. Donc, vous allez vous retrouver peut-être dans une situation où pour les pays développés, ils ont peut-être des règles moins contraignantes, mais pour l'ensemble des pays en développement, et même les PMA, il y a une flexibilité, mais c'est les mêmes règles pour tous. Donc ça pose un problème quand même qui est assez sérieux, non seulement en termes techniques, mais même au niveau de la mise en œuvre. Ça, c'est le premier point par rapport à l'équilibre qu'il faut chercher. Le deuxième, c'est la différence entre, moi, ce que j'appelle, il y a 2 types de négociations ici. Il y a les négociations qui regardent la transparence de la mise en œuvre, c'est-à-dire, on vous demande de l'information sur vos contributions, sur l'adaptation, sur la mise en œuvre, sur la transparence. Tout ça, c'est pour nous assurer qu'au niveau de la communauté internationale, il y a une certaine transparence ou une amélioration de la transparence sur la mise en œuvre. Et ensuite, vous avez une autre négociation qui regarde spécifiquement comment améliorer cette mise en œuvre. Par exemple, le transfert de technologie, le renforcement de capacité, le financement.
Et je me suis toujours posé la question, et c'est là où on rentre dans une interrogation une interrogation. Est-ce que, dans l'absolu, la transparence est un facteur qui permet d'avoir une meilleure mise en œuvre? Je veux dire, en quoi est-ce que avoir une contribution qui est très très claire sur l'ensemble des points vous assure que vous allez pouvoir la mettre en œuvre? Et c'est là où vous posez la question, où est le lien entre tout ça et le fait d'avoir plus de capacité pour mettre en œuvre ce que vous avez énoncé? C'est une chose de dire, moi je veux réduire mes émissions ou ma trajectoire d'émissions de 20, 30, 40, 50, 100%. C'est ensuite une autre de la traduire en politique, en programme, en projet, d'aller chercher des fonds, d'aller mettre en œuvre, d'aller suivre. Et je voudrais qu'on discute ensemble, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Ou est-ce que ce que nous sommes en train de faire va nous aider à atteindre cet objectif? Et si ce n'est pas le cas, ben comment est-ce que... Donc voilà le sujet en tout cas. Et ça a une implication très directe sur les négociations. Vous avez donc, tout le monde regarde les fameuses règles d'opérationnalisation, mais certains d'entre nous, on est en train de se dire, ok, mais est-ce qu'il va y avoir de l'argent quelque part? Enfin, je dis que l'argent c'est vulgaire, mais est-ce qu'il va y avoir des moyens quelque part, notamment au Fonds vert climat? Et ailleurs, aujourd'hui, le Fonds vert climat, c'est quand même l'institution financière par excellence qui soutient l'action climatique au niveau multilatéral. Quid de la situation au Fonds vert? Est-ce qu'il ne faut pas, quand on parle d'équilibre, ce n'est pas seulement des équilibres en termes des différentes règles, mais c'est des équilibres entre l'espace où les négociations se passent, les négociations des règles, et après l'espace de mise en œuvre. Parce qu'au niveau ministériel, quand les ministres vont arriver, et même quelques chefs d'État, c'est bien d'adopter toutes ces règles. Mais est-ce qu'ensuite, il y aura une assurance que des moyens seront mis en œuvre pour que ces règles puissent être effectivement suivies, pour qu'on ne se retrouve pas justement dans des situations de non-conformité, parce que nous n'avions pas été capables de délivrer selon les règles. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser en termes d'équilibre. Ce n'est pas seulement les règles, mais c'est entre les règles et les différents espaces où on parle de moyens de mise en œuvre. Donc ça pose la question du financement et de la nécessité d'avoir des décisions, en tout cas très claires. Je crois qu'on ne peut pas partir de 90 sans une décision très claire sur, par exemple, le niveau de reconstitution du fonds vert. Le fonds vert va être reconstitué l'année prochaine. Ça, c'est la seule solution. Je pense la seule certitude que nous avons. Mais à quel niveau? Et quel niveau sommes-nous prêts à accepter? Et est-ce qu'il ne faudrait pas donc mettre cela dans la balance de ce paquet de règles? Je n'ose même pas parler des 100 milliards. Voilà une question qui aujourd'hui, je crois que ça rend tout le monde mal à l'aise. Personne ne parle plus des 100 milliards. Alors que c'est quand même, on arrive, voilà, dans 2 ans on va y arriver. Personne n'est capable de vous dire où nous en sommes. C'est comme si c'est la question tabou. Déjà, à part l'année dernière, on n'en parlait pas, mais cette année, on en parle encore moins. Je veux dire, c'est quand même des moyens de mise en œuvre, c'est quand même avec ces... Donc voilà. Moi, je n'ai que des questions. Je sais pas mais ce sont les réflexions que je me pose quand je suis tout seul. Parce qu'après, on peut parler de... Quand je suis tout seul, c'est des questions que, comme la francophonie, c'est une grande famille, je me dis, ce sont des questions, je suis certain que d'autres se posent, mais que certains ont... C'est très clair, on se les pose, mais c'est bien donc, que tu les dis, toi. Que certains ont déjà quelques pistes, parce que nos ministres arrivent, nos chefs d'État arrivent, et si on pouvait partir de là avec quelques petites clés, moi, en tout cas, ça m'aiderait. Ma dernière petite réflexion, je vais m'arrêter là, parce que vous allez en entendre parler probablement, je vois beaucoup d'Africains dans la salle, c'est la fameuse question des circonstances spécifiques de l'Afrique. La raison pour laquelle vous allez en entendre parler, c'est parce que le groupe Afrique a écrit à la présidence de la COP pour que ce sujet fasse partie de l'agenda. Il y a une réunion déjà à midi pour voir comment est-ce que ce sujet va être mis à l'ordre du jour. Et si ce n'était pas le cas, ça pourrait retarder le démarrage des travaux. Alors très rapidement, de quoi s'agit-il? Jusqu'à Paris,
toutes les décisions, notamment sur la finance, notamment quand vous regardez même l'instrument juridique du Fonds vert climat, vous avez une sorte de discrimination positive pour un certain nombre de pays ou de régions. Et c'est généralement, d'ailleurs, c'était les 100 milliards, exactement, les 100 milliards, vous avez la même discrimination positive qui parle du cas spécifique, enfin, par les pays développés, enfin, les pays en développement, et en particulier Afrique, PMA et petits États insulaires. Et donc, cela crée une discrimination positive pour l'Afrique, notamment en termes d'accès au financement et à tous les moyens de mise en œuvre. Il s'est passé qu'à Paris, et je ne négociais pas ce sujet en particulier, mais il s'est passé qu'à Paris, l'Afrique n'a plus fait partie de ce groupe pour lequel il y avait une discrimination positive. Donc les PMA sont restés, les États insulaires sont restés, mais l'Afrique est sortie de la liste. Et le président Fabius, à l'époque président de la COP21, a indiqué qu'il y aurait donc des consultations par la présidence pour essayer de trouver une issue. 2015, 2016, 2017, 2018. C'est maintenant que vont être adoptées les règles d'opérationnalisation. Donc l'Afrique demande quid de ma situation. Et c'est triste à dire, mais la plus grande difficulté, c'est les difficultés que nous avons parlé avec les pays en développement eux-mêmes. D'autres pays en développement voudraient faire partie du groupe, et je pense qu'il n'y a aucun problème, mais pensent que pour eux, l'Afrique ne devrait pas avoir cette discrimination-là, que la discrimination positive ne devrait pas être étendue à l'Afrique. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que quand on dit souvent que puisque l'Afrique a une majorité de PMA, et donc à partir de là, que donc la majorité des États africains sont pris en compte, puisqu'ils sont pour une majorité PMA. La réalité, c'est que PMA, je suis content parce que le Mali en fait partie, donc je peux me permettre d'être provocateur. C'est pas un groupe en tant que tel. PMA, c'est un passage de transition. C'est un passage de transition. C'est partout, tous les pays africains ont des programmes d'émergence. Moi, je parle de la réalité. Tous les pays africains ont un programme d'émergence. Et veulent être pays en développement, ou veulent, à partir en tout cas de 2030, et j'en ai lu beaucoup, j'en ai passé beaucoup en revue, à partir de 2030, au plus tard, veulent être dans une situation de pays en développement, donc d'avoir un PIB par habitant qui dépasse les 1200, 1300 $, qui ferait qu'il soit plus PMA. Je pousse un peu plus loin, quand vous discutez avec le niveau politique, ils vous disent qu'ils voudraient que cette situation-là a réalisé en 2030. S'ils pouvaient la réaliser avant-hier, ils seraient d'autant plus heureux. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que cette soi-disant situation qui ferait que les PMA soient pris en charge, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Dans 5 ans, 10 ans, quand la majorité de ces pays ne sont plus PMA. Le pays qui présidait le groupe africain en 2015, techniquement n'est plus PMA. L'Angola qui présidait le groupe africain en 2015, techniquement n'est plus PMA. On attend maintenant politiquement que la décision soit prise, mais ce n'est plus le cas. L'Éthiopie ne sera peut-être pas entre 2025 et 2030. Alors que l'accord de Paris est censé être un accord entre guillemets pour l'éternité. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte quand on est négociateur. Des fois, certains sujets, certaines positions que vous prenez peuvent ensuite avoir des implications, ça c'est le doyen qui me l'a appris. Certaines positions que vous prenez aujourd'hui peuvent avoir des implications à 5 ans, à 10 ans, des fois moins. Et donc il faut être beaucoup plus stratégique que peut-être on l'a été par le passé. Donc ça c'est la dernière réflexion, parce que celle-là je pense va concerner beaucoup. Et je vous dirai une dernière anecdote, parce que Tossi n'est pas là, donc il faut que c'est une dernière anecdote, on va s'arrêter là. Le président Kabila était l'année dernière à New York pour présenter, parce que, non, c'était il y a 2 ans, il était le président des PMA, et donc pour la première fois, il avait une réunion avec le président du groupe des PMA, et il posait la question, d'accord, nous allons faire la présentation, il va parler au nom de PMA, vous posez la question, mais
On est fiers d'être PMA ou quoi? Je ne comprends pas. Notre objectif, ce n'est pas de sortir de PMA. C'est ça notre objectif au niveau politique. Les gens l'oublient, mais la conférence climat, c'est du développement dont on parle. Donc l'objectif fondamental, c'est le développement à bas carbone, résilient au changement climatique, mais l'objectif fondamental, c'est le développement. Donc en quoi est-ce que les décisions que nous prenons ici soutiennent les objectifs de développement de nos pays? Et la question, c'est ensuite tout aussi qui nous dit, mais il faut qu'on réfléchisse vraiment à toutes ces choses parce qu'on est peut-être un peu, au-delà d'être seulement déconnecté de la réalité, peut-être que des fois on est un peu déconnecté des aspirations de nos chefs d'État. Puisque certains vont arriver dans pas très longtemps, il y a certaines questions qu'il faut qu'on se pose. Bon, je vais m'arrêter là, je crois que j'étais trop long. Mais je voulais peut-être partager ces quelques réflexions en espérant que d'autres ont quelques pistes de réflexion. Puis le doigt est à côté, donc moi je dois toujours profiter. Je ne le vois pas souvent, donc quand je le vois, je profite pour avoir un peu de hauteur, voilà, pour avoir un peu de hauteur par rapport à ces négociations, parce que nous, des fois, nous sommes à fond dans nos petites règles, dans nos virgules, dans nos points-virgules, et je voulais en fait prendre un peu de hauteur et bénéficier de la sagesse qui se trouve dans cette salle. Merci. Et désolé d'avoir été en fait.